C'est le moment de recevoir notre invité de ce vendredi. Bonjour Clément Deher. Bonjour. Chercheur à Paris 8, spécialiste du Soudan, ce pays dirigé d'une main de fer depuis près de 30 ans par Omar El-Béchir. Depuis des semaines, des manifestations contre ce régime se poursuivent sans discontinuer. Alors, des analystes estiment que ce mouvement est le signe que le pouvoir d'Omar El-Béchir est en fin de vie définitivement. Est-ce que vous partagez cette lecture ? Omar El-Béchir est définitivement en difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'il est en fin de vie? C'est un petit peu tôt pour le dire. Il bénéficie toujours d'un certain soutien d'une partie du mouvement islamiste soudanais, mais aussi des services de sécurité et des milices populaires liées à son parti, qui sont des soutiens vraiment importants et qui lui ont permis, il y a 2 jours, de s'absenter du pays pour aller au Qatar sans qu'il y ait de coup d'État ou de problèmes internes. On reviendra sur ces différents voyages dans quelques instants. Mais peut-être retour sur 2 épisodes, 1964 et 1985, des soulèvements populaires similaires à celui-ci. Est-ce que l'histoire serait en train de se répéter au Soudan? Alors, ces 2 mouvements révolutionnaires sont relativement similaires parce qu'ils ont mis la population, une révolte populaire, dans la rue contre un régime militaire. Mais la différence, c'est que l'armée aujourd'hui n'est plus la même, que la situation économique n'est plus la même. Pour autant, il y a des similitudes, notamment dans les représentations des gens. Les gens essayent de reproduire ce qui s'est passé en 64 et 85, bien que la situation soit différente. On rappelle que la crise a débuté par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain et aussi il y a en cause les prix des produits pétroliers. Puis finalement, c'est en train de se généraliser. On a cru comprendre, Clément Deher, que le régime soudanais s'appuyait sur ce qui s'appelle là-bas le NIS, le Service national du renseignement et de la sécurité. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait du sujet, quel rôle joue ce service au Soudan? Ce service est l'organe le plus puissant des forces de sécurité et des forces armées. Ils ont des groupes paramilitaires sous leurs forces. Ils sont en charge de la censure de la presse. Ils sont en charge également de la répression politique. Et ils ont tout un réseau d'informateurs dans chaque quartier, en lien avec les comités populaires mis en place par le régime, qui s'appelle les Lejna Charbia. Et donc cet organe de sécurité est vraiment un organe de contrôle très puissant, très fort au Soudan, mais qui aujourd'hui est également en difficulté parce que le NIS a des difficultés à payer ses informateurs locaux et donc à faire remonter l'information. Et en plus, le directeur de cet organe de sécurité, qui est Salah Ghosh, a fait des déclarations où il critique légèrement le régime ces derniers jours en disant qu'il faudrait négocier et peut-être laisser un peu plus de liberté à la jeunesse. Le NIS, l'armée parallèlement à ça, quel rôle joue-t-elle? Alors l'armée aujourd'hui, Omar El-Béchir s'en méfie. Il l'a cantonné à la surveillance des principaux sites mais stratégiques du pays. Parce que dès le début des manifestations, il y a eu des cas de fraternisation entre les manifestants et l'armée. Et donc l'armée aujourd'hui, si elle est toujours un soutien du régime, est vue avec beaucoup de suspicion par Omar El-Béchir. D'autant plus que hier, à Port-Soudan, il y a eu un affrontement entre forces de sécurité et l'armée. Et un membre de la NIS a été tué par des soldats. Il faut rappeler aussi, Clément Deher, que l'armée soudanaise contrôle un peu comme en Égypte, mais déjà au Soudan, des pans entiers de l'économie du pays. Alors, l'armée contrôle des pans entiers, mais pas nécessairement au nom de l'armée. Ce sont plutôt les officiers supérieurs de l'armée, qui sont souvent aussi membres du parti au pouvoir, certains ayant fait des passages dans les services de sécurité, qui contrôlent des secteurs de l'économie. Donc en fait, on a plutôt une imbrication de différents intérêts d'officiers supérieurs de l'armée avec des officiers supérieurs des forces de sécurité et des membres du régime politique. Ces pans de l'économie, alors on n'est pas sur un contrôle aussi fort qu'en Égypte ou la Turquie des années 90. On est plutôt sur quelques contrôles stratégiques de moyens de production comme les mines d'or notamment et les licences d'exportation. Notamment du bétail et de certains produits agricoles. Des ressources importantes. Effectivement, on va évoquer beaucoup plus en détail maintenant l'état de l'économie soudanaise. L'inflation a atteint 70% à la fin de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette économie soudanaise? À quoi ressemble-t-elle?
Elle ne ressemble aujourd'hui plus à grand-chose. Le régime a, depuis 30 ans, mis en place une politique de libéralisation et de privatisation de l'économie qui a détruit progressivement les moyens de production soudanais. Donc il y avait une industrie plus ou moins forte au Soudan qui était notamment héritée de l'époque coloniale, avec des exploitations de sucre, de coton, des usines de transformation textile, des cimenteries. Et tout ça a aujourd'hui en grande partie disparu du fait des privatisations et de la corruption des membres du régime à qui ces outils de production ont été vendus. Et par ailleurs, l'inflation dont on parle, les 70% sont des chiffres officiels du régime qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Les économistes soudanais parlent de plus de 120 à 140% d'inflation. Donc on est sur quelque chose de toute façon d'assez important, mais on ne peut pas être sûr d'un chiffre exact. Également, le Soudan, économiquement, a subi la séparation du Sud-Soudan, donc en 2011, qui a donné lieu à la perte des revenus pétroliers, qui a provoqué en grande partie la crise actuelle. Parce que les 3/4 du pétrole soudanais sont finalement revenus au Soudan du Sud. Et aujourd'hui, Khartoum ne dispose quasiment plus de revenus pétroliers, plus autant en tout cas qu'avant la partition. Ils disposent toujours de quelques revenus pétroliers et surtout, ils avaient négocié avec le Sud-Soudan des droits de passage parce que l'oléoduc qui passait par le Soudan, donc aller du Soudan du Sud au Soudan, il y avait des droits de passage très importants, mais comme le Soudan du Sud est entré en guerre civile, la production de pétrole s'est arrêtée et a encore plus impacté les revenus du Nord. Est-ce que les fractures religieuses au Soudan, entre le nord majoritairement musulman et le sud, l'ex-sud soudanais peuplé de chrétiens et d'animistes, est-ce que cette situation pèse dans l'état actuel du Soudan? Aujourd'hui, très peu. Le Sud-Soudan ayant été séparé, la majorité, on parle de 98 ou 99% de la population est musulmane au nord. Il n'y a pas de conflit religieux particulier. L'État étant un État islamique, qui applique la charia. Les mouvements de protestation aujourd'hui ne se font absolument pas en des termes religieux. Au contraire, ils dénoncent plutôt la mainmise religieuse de l'État et demandent régulièrement une sécularisation de l'État, mais pas nécessairement en des termes de conflit entre chrétiens et musulmans. C'est plutôt la majorité musulmane aujourd'hui qui se rebelle contre le pouvoir islamique du régime. L'application de la charia, ça a été l'un des gages donnés par Omar el-Béchir aux islamistes pour s'installer davantage. Un mot de l'opposition politique au Soudan, Clément Déhay. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'elle est crédible? Alors, c'est une question compliquée. Elle est crédible d'une certaine manière, notamment l'association des professionnels qui a émergé et qui a pris la tête de ces manifestations. L'opposition plus politique, parce que l'association des professionnels est une coordination de nouveaux syndicats qui représentent des professions. L'opposition politique, elle est historiquement très éclatée en différents groupes, parce que vous avez les groupes rebelles, armés au Darfour, dans le Nil bleu et au sud Kordofan. Et vous avez les partis d'opposition dans le nord qui ont été en clandestinité jusqu'en 2000-2005. Ces partis politiques sont largement décrédibilisés dans la rue, non pas nécessairement pour un manque d'action, mais parce qu'ils ont été sous pression très forte du régime depuis maintenant 30 ans et qu'ils ont de la peine à se faire entendre dans la rue. Un mot d'Omar el-Béchir sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 2009, mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Et pourtant, il a effectué pas moins de 150 visites à l'étranger sans être inquiété. Pour quelles raisons, selon vous? Parce que je pense que la CPI a fait une erreur assez importante. C'est-à-dire que maintenant, cette accusation de la CPI sert Omar el-Béchir, empêche d'avoir une sortie de crise, parce que Omar el-Béchir ne va pas quitter le pouvoir, il sait qu'il sera jugé potentiellement à l'étranger. Une partie de ses opposants politiques, justement, dont Sadek El-Mahdi, le chef du parti Oumma, le principal parti d'opposition, a promis qu'il serait jugé au Soudan s'il n'était pas jugé par la CPI. Et donc, en fait, cette condamnation, cette mise en examen par la CPI est synonyme de blocage politique aujourd'hui au Soudan. Par ailleurs, comme on l'a vu également avec l'acquittement de Laurent Gbagbo il n'y a pas longtemps, la CPI est largement décrédibilisée, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, les intérêts économiques, militaires, etc., passant largement avant la question des droits de l'homme. Le Soudan, Clément Déhay, c'est des millions de morts, c'est le Darfour, c'est des crimes contre l'humanité, c'est des millions de déplacés.
Pour quelles raisons la communauté internationale, on va l'appeler ainsi, se désintéresse autant de ce pays? Pour beaucoup de raisons, je ne pense pas qu'elle se désintéresse. Au contraire, le Soudan est devenu un partenaire stratégique ou en tout cas un pays important dans l'équation régionale pour différentes raisons. Pour les Européens, qui ont signé le processus de Khartoum avec le Soudan en 2014, c'est un partenaire dans la lutte contre les migrations. Et donc le Soudan sert de verrou migratoire pour les Érythréens, Éthiopiens et Soudanais qui voudraient aller en Europe. Et il y a un partenariat très fort qui s'est développé avec, à la tête de ce partenariat, des pays européens comme l'Allemagne, l'Italie et la France. Par ailleurs, le Soudan dans la région a été un nuisible pendant très longtemps parce qu'ils ont soutenu les rébellions contre le Tchad. On sait que des armes et des combattants de la Séléka viennent du Soudan. Ils soutiennent également à Tripoli le gouvernement islamiste. Et donc, cette nuisance est utilisée politiquement par Omar el-Béchir envers les Occidentaux et notamment les Européens comme une monnaie de négociation. Sur un autre plan, dans le Golfe et dans les pays arabes, le mélange autoritarisme et islamisme du régime permet à Omar el-Béchir de parler avec tout le monde. Un mot rapide sur les États-Unis, parce qu'au moment où nous parlons, Khartoum abrite le plus grand bureau de la CIA en Afrique. Oui. Paradoxalement, alors que le Soudan est sur la liste des États terroristes, il y a un partenariat de lutte antiterroriste très fort qui a été mis en place après 2001 par Salah Ghosh, le directeur des services de sécurité soudanais. Merci beaucoup, Clément Deher, d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de ce vendredi, à retrouver évidemment sur le site france24.com. Merci de rester sur notre chaîne.